on a des résultats qui nous sont favorables sur les deux circos, puisqu'on on est au second tour sur les deux circonscriptions. Sur la première circonscription, donc moi j'arrive en tête avec 11 539 voix, c'est ça. Derrière, donc il y a le candidat de La République En Marche, le candidat sondage Jean-Bernard Sempastous. Donc voilà, sur la circonscription, moi je suis très contente que les électrices et les électeurs il m'ait mis en tête voilà, pour porter un programme de rupture avec la politique d'Emmanuel Macron. C'est aussi le travail de toutes et tous les militants sur le terrain des différentes organisations, que ce soit les communistes, les Europe Écologie des Verts, les Insoumis. Voilà, tout le monde a œuvré au résultat qu'on a aujourd'hui. Je peux te laisser peut-être un commentaire sur la Circo 2. Oui, alors sur la Circo 2, bien là aussi on est passé effectivement assez haut, puisqu'on est je crois à 300 voix près sélectionné juste derrière effectivement M. Mournet pour La République En Marche. Donc c'est un score qui est tout à fait appréciable, d'autant qu'il correspond à une dynamique nationale. Enfin, c'est-à-dire que la NUP a réalisé un score très important. On le voit d'ailleurs à la fébrilité actuelle de la communication gouvernementale qui réellement nous font tous les procès en sorcellerie qu'ils puissent imaginer pour démobiliser notre électorat et y compris ici localement, enfin on va y revenir, hein, on va peut-être avoir un certain nombre d'éléments de réponse à donner. Donc voilà, pour nous clairement on s'inscrit dans un élan populaire contre la politique de Macron, ça c'est très clair, c'est un véritable camouflet d'ailleurs hein, pour ce qu'il a fait. Il espérait une nouvelle fois avoir les pleins pouvoirs à la majorité absolue, il en est loin et très clairement il est menacé aujourd'hui dans son hégémonie, ce qui explique la communication qui a été menée. Alors on y reviendra peut-être, mais le fait de finalement ne pas faire la différence entre un candidat RN et un candidat de la NUP, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave sur la République, sur leur conception de la République. Il ne faut pas oublier que ces gens-là, ils doivent aussi, Emmanuel Macron doit sa réélection à une bonne partie de l'électorat de gauche qui est mobilisé pour faire front contre le Rassemblement national. Et le fait aujourd'hui de nous mettre sur une même ligne, je veux dire, en plus d'être complètement immoral, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça nous promet des lendemains où le RN sera de plus en plus fort. Voilà, donc je pense que ça c'est quand même quelque chose qu'on peut dire aussi. C'est irresponsable en réalité ce qu'ils sont en train de faire. La porte-parole du gouvernement a pourtant dit qu'entre un RN et le NUPES, elle voterait NUPES. Elle l'a dit tout à l'heure. Alors oui, effectivement, après, heureusement encore qu'un certain nombre ait gardé un minimum de bon sens politique, voilà, de discernement. Mais bon, on a bien vu comment ils sont en train de redresser finalement la barre par rapport à des déclarations initiales qui étaient irresponsables. Et ils ont ainsi semé le doute en faisant croire que nous n'étions pas dans le camp des Républicains. Et le mal est fait d'une certaine manière. Parce que réellement, enfin, nous avons la République chevillée au corps. Enfin, nous sommes. C'est ce qu'annonce aussi Jérôme Trump sur la deuxième circo, disant que vous n'êtes pas fidèle aux valeurs un certain nombre de valeurs républicaines. Alors là, bon, je sais pas, peut-être, je sais pas si je réponds maintenant à ça. Bon, mais je vais répondre d'une manière claire. M'attaquer sur la laïcité, c'est non, réellement, c'est indigne. C'est fondamental dans mon engagement politique. Je suis enseignant. À l'éducation nationale, la laïcité c'est une valeur fondamentale que je transmets à mes élèves. Je suis absolument convaincu du bien fondé, de la nécessité de la loi de 1905, aussi bien dans la séparation des églises et de l'État que dans le caractère émancipateur. C'est-à-dire que moi je me revendique à gauche très clairement, la laïcité est une valeur de gauche. On ne peut pas en réalité être de gauche sans être laïque. Donc c'est totalement hors sol une déclaration de ce type-là. On voit bien comment ils essaient d'instrumentaliser un certain nombre de faits d'actualité, mais en réalité ça correspond à rien. On fait partie, je veux dire, on fait partie d'une famille politique qui est une famille laïque, et historiquement en fait. En fait c'est nous qui avons instauré la laïcité. Voilà. Vous devez être satisfait que les Républicains n'aient pas donné le consigne de vote. Bien après, alors là où en tout cas je suis d'accord avec eux sur à peu près rien, sauf sur le fait que effectivement le vote des électeurs n'appartient pas aux candidats qui se retrouvent pas au second tour. Ça c'est à peu près clair effectivement. Oui, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on ne fait jamais, nous, les appels au vote. Après, le résultat qu'on a, que ce soit local et national, en fait, il est la conséquence de propositions claires pour répondre aux urgences sociales
On a des propositions, en fait, des solutions même sur l'augmentation du coût de la vie, avec le blocage des prix, la revalorisation des salaires, que ce soit dans le privé ou dans le public, donc avec le SMIC à 1 500 €, le dégel du point d'indice. Voilà, on propose aussi une allocation pour les jeunes, donc toutes ces propositions, la hache, l'allocation adulte handicapé revalorisée à hauteur du SMIC, donc toutes ces valeurs on les martèle depuis des mois. Et donc le public finit par être sensible et se dire que finalement, compte tenu du sérieux d'un programme qui a été chiffré, que 160 économistes ont mis en avant, eh bien, les alternatives à la politique de Macron, elles paraissent crédibles aujourd'hui. Et on a les moyens justement d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale et d'avoir Jean-Luc Mélenchon Premier ministre pour appliquer ce programme face à la brutalité en fait de ce que propose Emmanuel Macron les 5 prochaines années, avec une retraite à 65 ans. Donc le RSA avec 20 heures de travail. Et maintenant, bon, on suppose aussi qu'il va encore faire des coupes dans les services publics avec 80 milliards d'économies sur les dépenses publiques, vu qu'il s'est engagé auprès de la Commission européenne à respecter les 3% de déficit public. Forcément, derrière, ça implique une économie de l'ordre de ce qu'on a estimé de l'ordre de 80 milliards sur les dépenses publiques. Ça correspond donc au budget de l'éducation nationale, qui est de 50 milliards, avec celui de ministre de l'Intérieur, si j'ai bien compris, c'est ça. Et donc, sur quoi va-t-il prendre cet argent? Alors, on peut déjà se dire que ce qu'il nous propose sur les retraites, c'est-à-dire les économies qu'il veut faire sur les retraites, viennent de là, puisque le corps, le conseil d'orientation sur les retraites dit qu'il n'y a pas de problème de financement. Donc en fait, il est en train déjà d'anticiper sur la baisse des dépenses publiques par le biais des retraites. Et puis ce sera l'éducation, ce sera de nouveau des coupes dans l'hôpital public, quand on sait déjà dans quel état se trouve notre service public de santé. C'est l'enfer qu'il nous promet, voilà, pour les 5 prochaines années. Sur le dossier nucléaire, quelle est votre position à l'un et à l'autre? Vous êtes, si jamais, la même, hein, c'est-à-dire que vous êtes pour, vous êtes contre? Alors nous, on est pour sortir du nucléaire, mais c'est une question dans le programme qui sera débattue. Qui sera... Mais personnellement, alors, vous avez une idée? Moi je suis à France Insoumise, donc on s'est positionné pour sortir du nucléaire, mais c'est quelque chose qu'on va mettre en débat, parce qu'il y a d'autres organisations aussi dans la NUPES qui ne sont pas sur cette ligne-là. Donc c'est quelque chose qui sera mis en débat, parce qu'on fonctionne comme ça. On l'a fait ouvertement, c'est-à-dire qu'on a mis dans le programme des mesures sur lesquelles on a prévenu déjà que ce n'étaient pas des mesures définitives qui seraient remises en débat. Grégory, durant l'intergroupe. Grégory, la réaction sur ce sujet? Même chose, là, je ne veux pas ajouter grand-chose. Elle a tout dit, donc voilà, moi je suis effectivement pour l'arrêt du nucléaire. Vous êtes France Insoumise aussi? Absolument, je suis France Insoumise et dans la NUP, voilà. Vous avez compris qu'on avait une plateforme programmatique de 650 mesures communes, c'est-à-dire que suivant la circonscription, vous allez avoir quelqu'un qui est issu d'Europe Écologie Les Verts, du Parti Socialiste, du Parti Communiste ou de la LFI, mais tous défendent ces 650 mêmes mesures, et c'est toute la force de notre coalition qui, loin d'être un arrangement politicien visant à obtenir des postes, constitue en fait une proposition politique. Donc certes, il y a un certain nombre de points sur lesquels nous sommes en désaccord et nous l'exposons de manière totalement transparente, comme ça a été dit par Sylvie, et c'est ce qui garantit aussi le sérieux finalement de notre projet qu'on propose français, qui montre bien que ce n'est pas une opération politicienne. Voilà, c'est une opération programmatique. Certains mauvais augures, enfin pour vous, disent que ça ne tiendra pas entre vous, que ça devrait exploser rapidement. Alors là, j'arrête de suite parce qu'en réalité,
évidemment qu'ils vont dire ça, parce que leur intérêt de dire ça, y compris au niveau départemental. Nous, on arrive à travailler en très bonne entente les uns et les autres. C'est quelque chose qu'on construit sur le long terme aussi. Donc c'est un mouvement politique en train de naître, inédit, qui n'a jamais été pour le moment articulé de cette manière-là. En réalité, c'est une opportunité historique pour les Françaises et les Français d'enfin voir venir une forme de justice sociale. Après, il y a certes le gouvernement Macron, mais si on regarde les gouvernements précédents, ça fait un petit moment qu'on applique tout le temps les mêmes recettes libérales de restrictions budgétaires, sous différentes étiquettes, mais au final, nous, on est quand même pour un programme, et on l'assume, qu'un programme de rupture face au dictat des grosses fortunes, du CAC 40. On veut sortir de ça pour aller vers une politique qui vise l'intérêt général. Et puis justement, dimanche, on est quand même très très près d'arriver à cette victoire et de pouvoir instaurer ce programme de rupture. Sylvie parlait tout à l'heure des urgences sociales, mais justement dans ces 650 mesures sur lesquelles on a travaillé ensemble, il y a aussi cette urgence écologique. Il y a notamment la règle verte, le fait de ne pas prendre à la nature plus que ce qu'elle ne peut restituer. Donc il y a aussi toutes ces mesures-là d'urgence, et puis on peut le voir aujourd'hui avec cette forte chaleur que l'on vit tous, ce réchauffement climatique qui va arriver, qui arrive très très vite, pour lequel on doit agir urgemment. Où est-ce que vous allez aller chercher? Excusez-moi. Je conclue rapidement, c'est-à-dire qu'on nous a reproché pour la présidentielle de ne pas nous entendre et de ne pas faire justement cette union programmatique. Maintenant qu'on l'a faite, on commence à nous dire ça ne fonctionnera pas. Donc on voit bien que quelque part il y a toujours des raisons de critiquer dès que la gauche en fait s'organise et puis peut prendre le pouvoir. Il faut derrière salir ou nuire pour démobiliser les électeurs et les électrices. Non, mais là, ça fonctionnait sur un plan purement électoral. Pour l'instant, ça a fonctionné. Mais pour le second tour, où est-ce que vous allez aller chercher les voix qui vous manquent pour l'emporter? Ça va être quoi, le réservoir de voix? On repart, de toute façon, on est reparti en campagne à la rencontre des citoyennes et des citoyens. C'est d'abord les personnes qu'on essaye de convaincre sur les marchés, sur le porte-à-porte. Et ensuite, on s'est adressé par le biais de vidéos aux électeurs. Moi, je me suis adressée aux électeurs de Madame Berrier. En fait, ils ont le choix d'un programme de gauche qu'on propose. Comment? Elle est là pour vous, la réserve de voix sur la première. Les électeurs de Maryse Berrier, j'imagine. Voilà, je me suis adressée à eux pour leur dire voilà, nous avons un programme de gauche avec une retraite à 60 ans. Donc, si vous voulez la retraite à 60 ans, il faut voter pour la candidate de la NUP. Si vous la voulez pour 65 ans, que la présidente de la région qui était votez contre, pour Jean-Bernard Sempastous. Voilà, c'est assez simple en fait. Que la présidente de la région qui était contre cet accord, c'est pas un mystère. Mais pas partout. Appelle maintenant à voter pour les candidats de la gauche. J'imagine que vous prenez ça plutôt de manière positive, non? C'est logique. C'est ce qu'on aurait attendu. La logique, c'est d'accord. Logique en politique. Disons que c'est quand même notre électorat naturel. C'est-à-dire qu'on parle de gens qui partagent les mêmes valeurs de solidarité, les valeurs historiques de la gauche. Donc il va de soi qu'entre un candidat macroniste et un candidat d'union de la gauche, c'est pas des petits désaccords de circonstances qu'on a vu au premier tour qui doit. C'est pour ça que quand vous dites, alors on parle en termes de réserve de voix, etc. C'est vrai que ça existe aussi. C'est la réelle politique. Il n'empêche que c'est vrai, mais honnêtement, cette manière alors moi je vous parle sur la deuxième circonscription, qu'a pour le coup mon adversaire, Monsieur Mournet, de s'adresser directement à l'électorat radical en se présentant lui-même de sensibilité radicale comme étant un continuateur de l'œuvre politique de Madame Dubié. Là je trouve que c'est quand même c'est une manière de faire de la politique à l'ancienne qui finit par dégoûter les citoyens. On se retrouve avec des taux d'abstention de 53% parce qu'on donne à voir cette manière de faire de la politique de manière complètement dévertébrée où on passe du coq à l'âne entre le premier et le deuxième tour. Monsieur Mournet, il doit en fait assumer le bilan d'Emmanuel Macron, qui est un bilan de casse sociale, qui est un bilan qui était réellement en faveur des riches,
hein, et je suis désolé, il ne peut pas se présenter comme quelqu'un qui a une sensibilité radicale de gauche. C'est là, il méprise les électeurs en disant ça. Qu'est-ce que vous leur dites justement aux candidats qui ont voté pour M. Trump? Eh bien, je leur dis qu'on partage un certain nombre de valeurs en commun. C'est ce que je leur disais déjà au premier tour. La laïcité, en effet, la République universaliste. J'ai aucun problème avec ça. C'est des valeurs dont j'ai supporteur dès le début, dont on l'est tous d'ailleurs ici. Et puis les valeurs effectivement fondamentales de justice sociale, de lutte contre les discriminations, de rétablissement des services publics. Hein, parce qu'il ne faut surtout pas croire, quand M. Mournet explique qu'il va se battre pour la santé, pour l'hôpital. Non, il est déjà prévu, comme le disait Sylvie, une économie de 80 milliards d'euros sur le service public. C'est ça en fait ce que représente M. Mournet. Bon. Donc non, évidemment, il est dans une manœuvre politicienne et nous, justement, on estime que ce qu'il faut, c'est de sortir de ces jeux politiciens et aller vers une forme de clarté politique, ce qu'on propose avec la NUPES aujourd'hui. Grégory Corne, est-ce que vous êtes allé voir le maire de Lourdes? Le maire de Lourdes. Le maire de... Alors, je suis allé voir un certain nombre d'élus sur la circonscription. Et le maire de Lourdes, vous l'avez vu? Le maire de Lourdes, nous n'avons pas eu encore l'occasion de le rencontrer, mais écoutez, s'il nous accueille au sein de sa mairie, ce sera avec grand plaisir. Non, mais vous ne lui pas demandé de rendez-vous. Nous discuterons avec lui. Voilà. Après, il ne reste pas beaucoup de jours. Voilà, on a prévu effectivement de nous rendre aussi sur le sud de la circonscription dès demain d'ailleurs. Et nous serons reçus par un conseil municipal d'ailleurs, voilà, par plusieurs maires du côté de la vallée d'Argelès. Bon, voilà, donc, les élus, on les rencontre aussi. Une question amusante. Vous connaissez les sanctuaires de Lourdes? Oui, je les connais. Oui, vous avez vu? Vous les avez vus? Oui, tout à fait, effectivement, à titre culturel. Vous voyez, oui, non, mais ça me pose effectivement pas de problème. Moi, je suis un défenseur de la laïcité, hein, et pour autant, oui, je respecte toutes les et j'ai conscience aussi de l'apport culturel des religions au sein de notre culture commune. J'ai aucun problème avec ça, effectivement, parce que justement, je suis dans une forme de laïcité. Le fait religieux, par exemple, je l'enseigne à l'école quand je fais lire, par exemple, des textes des sermons de Bossuet à mes élèves, mais je le fais lire d'une manière dans un respect de la laïcité qui fait que j'arrive à séparer, eh bien, en le mettant en contexte historiquement, etc. Donc, pour moi, la laïcité, c'est chacun chez soi, hein. L'État chez lui et les religions chez elles. En fait, c'est ça. C'est la séparation de l'État et des églises. Hein. C'est assez simple, en fait. Vous étiez prêt à l'évoquer tout à l'heure, 2 mots sur la position du président Bellieu du département, qui a soutenu Maryse Berrier et Jérôme Cramp au premier tour, et qui maintenant soutient les candidats. Il a rompu avec la gauche. Il est de droite. Voilà. Il est de droite. Et j'espère que le PRG n'est pas devenu ça. Parce que quand on songe à l'historique du PRG, ce qu'il a apporté dans l'histoire sociale de ce pays, ce serait quand même désastreux de ramener le PRG à un soutien à un candidat ultralibéral macroniste. Enfin, j'espère que c'est pas devenu ça le PRG. En fait, ce sont des hommes politiques qui ont rompu en fait avec l'idée de changer la société, qui ont rompu aussi avec l'intérêt général et l'intérêt des classes populaires. Donc ils ne sont plus de gauche, quoi.